Alors aujourd'hui, je reçois un vrai passionné, un pur produit du tennis, mais pas comme les autres. Laurent, ça fait 25 ans que tu vis tennis sous toutes ses formes. Joueur, enseignant, directeur de club, créateur de contenu, auteur de livres. Aujourd'hui, tu es à la tête d'une structure de plus de 500 adhérents et même président. Tu es aussi cofondateur d'Asia Paris Tennis. Tu pourras nous expliquer tout ça. On t'appelle l'homme à 20 000 casquettes. Mais surtout, tu as un parcours totalement atypique. Tu es l'auteur de 5 livres autour du tennis, dont Arnaud Federer et Belle de match, que j'ai juste ici, dont on va parler un peu plus tard. Tu as aussi été pionnier en France avec l'un des premiers DVD pédagogiques tennis et chroniqueur dans des médias radio et magazines. Et puis il y a cette aventure assez folle, ton tour du monde du tennis, repris dans pas mal de médias, bien avant que ce genre de projet devienne tendance. Dans ton parcours, tu as aussi vécu des moments uniques, une rencontre avec Roger, on va d'ailleurs démarrer notre épisode là-dessus. Des anecdotes incroyables, parfois très drôles, entre dédicaces improbables et coulisses du circuit, et même une collaboration avec la RTS en Suisse, où tu racontais les coulisses de Roland. Tu as aussi un regard très affûté sur le tennis amateur, que tu connais de l'intérieur depuis des décennies. Et ce qui rend ton histoire encore plus intéressante, c'est que tu as construit une vie 100% tennis, sans être joueur pro, ni journaliste classique, simplement avec des idées, des envies, une vraie vision. Tu interviens aussi dans des écoles de management pour raconter ton parcours. Bref, on est parti pour un épisode entre passion, anecdote, regard unique sur le monde du tennis. Laurent, déjà, comment ça va? T'as la forme? Bah, salut Max, hein, j'ai la forme, hein, et c'est vrai que le tennis, it's my life, hein. Le tennis m'a tout donné, sauf un bon revers, mais bon, c'est déjà sympa, quoi. Ok, tu me raconteras ton jeu et ton style de jeu un poil plus tard. J'aimerais que tu Ok. démarres avec Roger. Tu as une anecdote assez croustillante avec lui. Est-ce que tu peux démarrer par ça? Oui, sur Roger, ça a été une grande histoire entre lui et moi dans l'époque 2017-2019. Je suivais chacun de ses matchs. C'est vraiment son retour après blessure m'a complètement hypé et m'a donné envie d'écrire un livre sur son comeback. Et ce livre s'appelait Roger Forever. Donc il était sorti en 2019. Ça avait plutôt bien démarré dans les librairies et là je suis invité dans les médias à Roland-Garros. Le livre est sorti depuis un mois. Tu peux nous C'était pitcher un le dimanche. livre? Tu peux nous le pitcher rapidement? Oui, en fait, je raconte la période 2017-2018 à travers le journal de bord d'un fan complètement hystérico-passionné qui drive sa vie sans taf et sa vie de couple uniquement par rapport au match de Federer et qui rêve également de le rencontrer, qui va tout faire, des groupes sur Facebook, contacter les fan clubs pour essayer de le rencontrer et vivre le plus grand rêve de sa vie et qui vit intensément tous les matchs, aux réunions de bureau, aller aux toilettes pour suivre les matchs sur le fil des scores, quitte à mentir à sa femme pour aller à Rotterdam le voir quand il est devenu numéro un mondial. Voilà, en fait, c'est un journal de bord humoristique où chacun de nous peut se reconnaître en tant que fan, que ce soit fan d'un joueur de tennis, d'un chanteur ou autre, et avec beaucoup d'excès. Voilà. Et donc, ce livre-là est sorti en 2019. Je suis invité le dimanche, le jour d'ouverture à Roland, par des médias pendant le tournoi. Et coup de chance, le destin, Roger joue le même jour. Et là, je me dis, et si, trois petits points, et si j'allais voir quelques copains journalistes pour essayer peut-être d'assister à sa conférence de presse, peut-être lui remettre le bouquin. Donc, tu vois, le mec qui fait son petit rêve et qui a envie d'avoir la totale. Jusqu'au Et là, bout. je vois Julien jouer à Julien Reboulet et Romain Lefebvre de l'équipe. Ouais. Je leur explique le projet, le bouquin. Julien l'avait déjà reçu. Et là, les mecs super sympas, comme d'habitude, hein, remarque, hein, Julien, tu l'as eu en invité, c'est une crème. Mm. Et ils me font le pitch avec le mec chargé de l'ATP, Arzani, Nicolas, je ne sais plus son nom, le mec chargé des relations ATP. Et là, il me dit oui, OK, pour remettre ton livre rapidement à Federer en conférence de presse. Et là, Allez. je sens l'extase s'emparer de mon être. Et malheureusement, le mec chargé des athlètes de la FFT, c'est carré, ça dépasse pas d'un millimètre, me dit bah non, vous n'avez pas l'accréditation, je ne peux pas faire ça. Et là, big deception. J'étais à Roland, j'étais à deux doigts quand même symboliquement. T'écris un bouquin sur Federer, tu lui remets le bouquin, ça fait quand même plaisir, ça fait un petit quelque chose. Ouais. On déroule, on est quelques mois après, commence petit à petit à récupérer de la défaite de Federer contre Djokovic à Wimbledon 2019. Ok. J'ai très difficilement. Et là, le regretté, mon ami Laurent Van Repingen, m'invite pour les Concours. Masters à Londres, Laurent, m'invite pendant 2 jours. Laurent qui Ouais. avait créé le magazine Courte, Courte Magazine, du coup. Magnifique Ah, objet tout. qui sortait tous les 3 mois, je crois, un trimestriel. Oui, c'est ça, c'est ça. À chaque fois avec une couverture sublime. On reparlera de Laurent en fin d'épisode, mais Ouais. ouais, du coup, t'es à Wim.
Donc là, je suis plutôt au Masters à Londres en fin Ah, d'année. ok, Donc, pardon, ouais. je suis au Masters en fin d'année. Donc, j'ai 2 jours là-bas. Et là, le mec qui essaye de réussir ce qu'il n'a pas réussi il y a quelques mois, on refait la même chose. Genre, Julien Reboul était sur place. Je lui demande le même délire. Est-ce qu'il y a possibilité de rencontrer Roger, en tout cas de lui remettre le bouquin? Il jouait le même jour. Et là, j'avais la petite plaquette d'accréditation. Donc, tout était bon. Et là, manque de chance. Cette fois-ci, c'est le responsable de l'ATP qui me fait non, gamin. Roger, on suit à télé, radio, presse, il ne pourra rien faire. Donc là, en tant que fils unique, je commence à être un petit peu énervé qu'on résiste à mes caprices. Parce que là, tu étais Et je me accrédité à dis, bon, Londres, cette fois-ci, j'étais accrédité par Courts, ouais, à Londres, en tant que journaliste. ou en tant qu'auteur de livres. Voilà, en tant qu'auteur de Ah livres. oui, donc là, tu avais ta place, ouais, t'étais Là, j'avais ma place pour les conférences de presse. Je tournais ouais. un peu dans les sous-sols de l'Arena. Qui est Donc, cet homme? je, j'ai quand même en conférence de presse de Roger, et Ouais. là, je me dis, voilà, j'amène quand même un bouquin au cas où que l'ATP change d'avis, un bouquin où je mets une petite dédicace de 7 8 lignes en lui disant pourquoi j'avais écrit le livre. Et puis le mec qui rêve un peu, je lui laisse même mon numéro de téléphone, genre le mec il va m'appeler pour me dire Laurent, t'es un dieu vivant. Non, mais bon, on tente le coup. Donc je me retrouve, je me mets au premier rang, qui en général ce que je faisais jamais à l'école, mais là je le fais pour la conférence de Roger, je me mets au premier rang, donc là il fait sa conf en anglais, en français, et Ouais. là on arrive au moment fatidique, il commence à se lever, à quitter la conférence de presse, et là je me dis qu'est-ce que je fais? J'ai un petit instant qui dure 2 secondes, mais qui pour moi dure une éternité, et là je me lève et avec mon côté bilingue où j'avais 10 de moyenne à l'école, je lui fais Oh, Roger, please. Là, il me regarde. J'ai 8 gardes du corps qui viennent sur moi, qui viennent m'entourer. Comme ça, genre, il va se passer quelque chose. Ouais. Et là, je tends le livre pour bien montrer que je vais pas commettre un acte répréhensible. Et là, je lui explique tant bien que mal, avec l'émotion, et puis les gardes du corps gaulés comme des Terminators derrière moi, qui me regardent un peu l'air de travers, que voilà, j'ai écrit un livre sur lui, je lui montre la couverture, je lui explique en 15 20 secondes ce que c'est, que je lui ai mis un petit mot à l'intérieur, et là, il me remercie, il me fait un petit sourire, je lui fais un petit sourire, et il part de la conférence de presse. Voilà, j'avais symboliquement réussi ma mission, c'est-à-dire j'avais imité mon anti-héros du livre qui rêvait de rencontrer Federer et spoil, qui réussira à le rencontrer dans le bouquin. Et j'avais remis symboliquement le bouquin à Roger. Et même si on n'avait pas eu des échanges endiablés de 20 minutes à refaire le monde et à parler de Mirka, et ben, c'était quand même content d'arriver au bout de cette aventure, qui pour moi était une finalité. Voilà. Ah bravo, t'as pris ton courage. Et sur l'échelle du palpitant, t'étais à combien? J'étais pas loin de l'arrêt cardiaque. Ah ouais? Donc, ah oui, là, ça, voilà. Donc, arriver à assembler le palpitant, les phrases en anglais, les gardes du corps derrière et Roger qui était à 1 mètre devant moi, Ouais. je peux te dire que je me sentais un peu, tu sais, comme quand t'es jeune, tu vas en boîte de nuit, tu invites une fille, la plus belle fille, à danser un slow, tu sais pas de quelle manière tu vas te faire manger. Donc, bon, finalement, ça s'est plutôt bien passé, voilà. Rapid break, cet épisode est rendu possible par NutriPure, une marque d'alimentation sportive saine, très présente dans le tennis. Valentin Vachereau utilise leurs produits depuis 2 ans. On vous a négocié moins 10% sur votre première commande avec le code TennisLégende en majuscule en créant un compte sur nutripure.fr. Perso, j'utilise leurs protéines végétales bio, je mange moins de viande donc ça m'aide à garder un bon niveau de protéines. Je prends un shaker vers 17h avec du lait d'amande sans sucre ajouté. Et c'est parfait pour la récupération et le maintien musculaire. C'est un mélange poids plus riz, bio, vegan et sans gluten. Et ça existe aussi en goût chocolat. Ils ont aussi une gamme d'électrolytes Hydra Pur et des barres énergétiques aux fruits, saines pour vos matchs ou vos entraînements. Le lien est en description et vous avez moins 10% avec le code Tennis Légende. Foncez. Ah, c'est mythique. Moi, je l'ai croisé début d'année là, sur la terrasse à l'Open d'Australie. Il était en train de manger Ah ses oui. sushis. Tout le monde lui sautait dessus au rez-de-chaussée pour faire des photos. Et moi, je me retrouve seul à seul avec lui Ah sur oui. la terrasse là-haut. Et je me dis, bah parfait, je vais enfin faire une photo. Mais il est en train de manger ses sushis. J'ai pas envie de l'embêter. Donc, je sors mon tel pour faire une photo un peu de loin. Tu vois, je suis à 7 8 mètres. Il me voit pas forcément. J'ai à peine sorti mon tel que t'as un garde du corps qui me saute dessus, qui me dit non, non, il est en train de manger, pas de photo. Ok, ok. Ah ouais. Je peux sentir ta pression quand t'as ça fois 6 autour de toi, qu'en plus,
t'as tous les journalistes que c'est l'événement quasiment numéro un de l'année. En tout cas, c'est l'événement de l'ATP où les petits plats sont dans les grands. Bref, waouh, t'y es allé au culot, mon gars. Bravo. Et c'est vrai que, comme tu le dis, Federer, quand je le croyais dans les couloirs au Masters, on aurait dit Obama, quoi. Lui Ouais, garde du corps autour, la team. À l'inverse, les autres joueurs, c'était plutôt en freestyle, mais Roger, c'était vraiment un chef d'État, quoi, ah, c'est folie. en C'est termes la folie. d'entourage. Ouais, c'est la folie. Je crois que tu as aussi un petit florilège d'anecdotes assez incroyables, parfois très drôles, tu me disais. Oui, des anecdotes autour de Roland qui, j'aime bien, moi, les petites histoires dans les grandes histoires. Par Ouais. exemple, si je te disais que, est-ce possible que notre Premier ministre, Sébastien Lecornu, participe au tournoi de double à Roland-Garros? Tu me dirais, mytho. Il y a un trophée des célébrités, non, un truc comme ça? Ouais. C'était ça? Non, même double, parce que là, en fait, si je te dis qu'il y a un Premier ministre français qui a déjà participé à Roland-Garros, tu vois qui c'est? Non. En fait, Jacques Chaban-Delmas. Là, c'est Pompidou. Donc, on est dans un temps que les moins de 60 ans ne peuvent pas connaître. C'était le premier ministre de Pompidou entre 69 et 72. Et Ouais. ce premier ministre, qui était aussi maire de Bordeaux, avait une passion dévorante pour le tennis, mais une passion dévorante doublée également d'un niveau de jeu plus que correct, puisqu'en fait, il s'est inscrit au tournoi de double messieurs et double mixte à Roland-Garros. Ok. Mais attention, le gars, c'était pas simplement je prends ma wild card et je viens jouer. C'était Ouais. également, il a fait les championnats de France de double et ils ont battu en demi-finale, ils ont battu Geoffrey et Pierre Barthès, Ah qui étaient à ouais. l'époque les titulaires de la Coupe Davis. Et il les Incroyable. a battus avec Jean-Claude Barclay, qui était son partenaire. Ouais. Donc, c'était un niveau hallucinant. On a du mal à voir Bayrou, Le Cornu ou T'avais son cette classement en français ou pas de l'époque? Non, 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 j'ai pas son classement français. Par contre, pour rester incognito, il jouait que les matins. Et en fait, il jouait uniquement avec des pseudos tirés de l'anagramme d'Elmas. Donc, ça pouvait être Salmed, ça pouvait être Maldes. Et ça lui permettait de jouer incognito tous les matins, ou dans les championnats de France, ou pendant Roland-Garros. Ah ouais. Et à tel point, sa passion était à tel point dévorante que De Gaulle dira Chaban-Delmas, ce fumiste qui croit qu'on peut gouverner la France entre deux parties de tennis. Ça sera la phrase mythique de Gaulle. Mais Ouais. ce fumiste a non seulement sa fiche ATP sur le site, mais il fut également international de rugby. Donc, Incroyable. Bah, comme le mec quoi, sait tout faire. un Premier ministre avec cette trilogie-là dans la vie politique, tennistique et rugby, pour moi, c'est quelque chose d'un autre temps, mais c'est quelque chose de complètement dingue. Ouais, c'est solide. Est-ce que t'en as une autre qui nous régalerait? Est-ce que tu te rappelles des années de la duchesse de Kent? C'est celle qui remettait les trophées à Wimbledon pour une blonde distinguée, bien évidemment, qui a remis toutes les coupes de McEnroe à Edberg, en passant par Steffi et tout le team. Et une fois, elle a été invitée à Roland-Garros. Donc Ouais. là, bah, famille royale, duchesse de Kent. Tapis Bon, l'arbre rouge. généalogique, je suis pas un spécialiste, hein, je suis pas Stéphane Bern, mais je crois que c'est grosso modo la cousine du prince Édouard qui, enfin bon, je ne sais pas si ça intéresse quelqu'un, mais en tout cas, c'est de la famille royale. Et donc là, les organisateurs, c'est en 84, les organisateurs de Roland-Garros sont aux petits soins pour la duchesse. Mais waouh, protocole. Oui, what? Qu'est-ce que le protocole? La duchesse de Kent et tout membre de la famille royale doit avoir des toilettes privatives. Bon, Ah ouais. premier coup de sang. Donc là, on essaye de trouver quelque chose, des toilettes privatives à Roland, ce qui n'était pas forcément très évident au sein du cours. Mais deuxième protocole, le popotin royal ne doit pas entrer en contact avec du vulgaire plastique. Oh la Il faut vache. broder un morceau de tissu. Et Ah là, on ouais. apprend ça quelques heures, ou peut-être la veille du tournoi, et là, branle-bas de combat, on phone à une couturière qui arrive en cata à Roland et qui brode un joli tissu autour de la lunette des toilettes Ok. pour la duchesse de Kent, qui viendra le lendemain, assistera à Roland-Garros et ne daignera pas de la journée aller aux toilettes. Tout ça pour ça. Voilà. Énorme. Donc c'était voilà, c'est des petites histoires au sein de Roland-Garros que je trouve à chaque fois passionnantes et qui me font marrer ou sourire. Et voilà, j'aime bien ce genre d'histoire. T'en as une ou deux autres ou t'es comment? Ah, voilà, plus récente et moins originale, tu avais Federer qui, lorsqu'il avait gagné la Coupe des Mousquetaires, avait voulu repartir avec et passer la soirée avec.
pour la Ouais, montrer à tout le monde, un protocole où on n'avait pas le droit, mais on avait accepté pour lui, à tel point qu'il avait, même le soir, il avait dormi avec la coupe des mousquetaires dans sa chambre et qu'il y avait deux gardes du corps devant la porte pour garder et la coupe des mousquetaires et Roger. Voilà. énorme. Tellement que ben voilà, c'était l'accomplissement à l'époque, puisqu'il gagnait les quatre grands chelems et qu'il n'y avait plus, il n'y avait pas eu Rafa sur la route cette fois-ci. Voilà. Ah, génial. Tu l'as celle-là de Villander qui fait une fête chez lui. Il organise une fête et t'as Sting qui est là. Avec le Euh, saladier. Ouais. ouais. Ah non, attends. Ah non, 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 c'est chez Sting, je crois plutôt. Ouais, ça doit être chez Et Sting, Sting, il me semble. Sting, je crois que c'est Noah qui la raconte, où t'as des disques d'or partout au mur. Et Noah dit, putain, moi j'en ai, je crois il en est à son premier ou un truc comme ça. L'autre, il en a, je sais pas, une quinzaine accrochés dans le salon. Et dans la cuisine, il a, il a la coupe des mousquetaires qui sert de panière à fruits. Et c'est Villander qui lui avait dit, oh, prends-la, je m'en fous. Et ah, l'autre, génial. Hein, l'autre, non hein. seulement il a 15 disques d'or, mais il a la coupe de Roland. Je sais plus qui la raconte. Je pense que c'est quelqu'un qui avait pas gagné le tournoi. Qui dit, mais c'est pas possible, ce mec est tellement au-dessus du game, il a failli lui voler ou un truc comme ça. Tu te souviens de ça ou Il pas? y a un bouquin, je l'avais entendu, elle est géniale. Je sais que moi, il y a mon bouquin préféré dans le tennis, c'est Secret, etc. de Yannick Noah. Ok, C'est un bouquin où il raconte plein d'anecdotes qui sont génial. absolument exceptionnelles et qui seraient maintenant hors sol hein, avec les réseaux sociaux et autres. Je conseille à tous ceux qui, euh, qui peuvent l'acheter et puis on peut encore le retrouver. C'est un vivier d'anecdotes comme tu as raconté ou comme les précédentes, mais made in J'adore. Noah. Bon, maintenant, j'aimerais que tu nous racontes ce tour du monde à sac à dos autour de la planète tennis que tu as fait pendant 6 mois. Je crois que c'est un récit assez savoureux. Et est-ce que déjà tu peux nous parler du projet? C'est parti d'où? Oui, C'est quoi l'idée? je venais de passer, parce que j'avais démissionné de mon métier d'éducateur spécialisé parce que je me, je me faisais chier. Ouais. Et j'avais envie je me suis dit, si à 25 piges, je commence à faire quelque chose où je m'ennuie, on n'en sort pas. Donc, je m'étais orienté, après avoir été géo Club Med, vers le métier de prof de tennis, mais il fallait être 15. À l'époque, j'étais 30, donc il m'a fallu 4 ans pour atteindre ce classement. Ah, quand même. T'as vraiment un Euh, gros revers, je pense. Ouais, ouais, enfin, c'était service volé, hein, service volé jusqu'à 15-3 et après, c'était mort pour moi, service volé. Je me faisais trouer de tous les côtés. Il a fallu changer les jeux. Mais après avoir ces 4 ans, donc j'ai passé mon diplôme d'État en candidat libre je l'ai eu. Et là, je me Ok. suis dit, ben, j'ai besoin un peu comme le rite des Indiens ou des Anglo-Saxons de 6 mois off. Et mon autre passion derrière le tennis, c'est le voyage en routard, le voyage en sac à dos. Ah, Ça, c'est j'adore. mon autre kiff, mais mon big kiff, même stade que le tennis. Et donc, je venais de me marier, je propose à ma femme qu'on se tape le tour du monde pendant un an, tous les deux. Ouais. Il n'y a pas de Ouais. tennis, juste le tour du monde. Et Ok. là, ben, elle pouvait moins s'organiser que moi au niveau de son travail. Bon, moi, j'étais prof de tennis, mais je m'étais organisé pour me faire remplacer à gauche, à droite. Donc, le projet, parce que bon, tu viens de te marier, tu ne te barres pas un an quand même, sinon c'est un peu compliqué pour que le mariage dure. Donc, l'idée, c'était de partir 6 mois, puisque ma femme ne pouvait pas m'accompagner. Elle me rejoignait à un ou deux endroits pour que, bien évidemment, on partage des choses. Mais là, à un moment donné, elle me fait, mais tu sais, 6 mois seul à faire un tour du monde, ça peut être long. Et si tu mêlais ce projet Tour du Monde aussi à ton autre passion, le tennis. Bien vu. Et là, je me dis, my dear, My wonderful love. idea. T'as vu l'accent. Et Donc, attends, et Géo Club Med, t'as été Géo dans lequel? Ou dans lesquels? alors, ça va pas te faire rêver. Hein. Je te dirais bien, Sandpiper ou Job à la douce. Non, j'étais dans le sud, mais j'ai un trou. J'étais un trou, À Vitel? j'ai un trou. À Rodez, pardon, Rodez. À l'époque, il y avait un petit club med de Rodez. Donc, Ok. j'avais été recruté comme prof de tennis. Donc, j'avais fait 3 mois. Et à la Ouais. fin des 3 mois, ils m'ont proposé de partir 6 mois en Floride. Mais là, Ouais. j'ai dit non. Pour deux raisons, parce que je voyais des mecs de 40 ans, là, qui avaient 20 ans, qui étaient au Club Med, ils étaient complètement en décalage par rapport à la vie. Et puis également, j'avais fait le Club Med en rêvant d'être Popeye, et finalement, j'étais plus proche de Jean-Claude Duss. Donc, je m'étais dit, je vais revenir à la vie active et à Paris, et m'installer à Paris, puisque je suis nancéien d'origine, je suis de Nancy, euh, pour essayer de, pour essayer de voir ce que je peux faire dans la vie, quoi, sans On a, trop savoir, voilà. on a Et un point, donc, ce on a tour un du point monde, commun, Laurent, toi et moi. à vous? C'est qu'on mise pas tout sur notre physique. Enfin, surtout toi. Mais encore, moi, à l'époque, j'avais des cheveux, hein, tu vois. Toi, t'as encore ce luxe, hein. Donc,
Et oui, la préparation, déjà, elle s'est fait un an en amont, parce que déjà, étape un, comme dirait un ancien président, travailler plus pour gagner plus. Comme j'allais pas travailler pendant 6 mois, fallait mettre quand même un petit peu de monnaie de côté. Ouais. Étape 2, avec ce nouveau projet qui était né, donc à la fois le pays et le voyage, il fallait faire des choix qui soient en corrélation entre un pays que je kiffe de visiter et un pays tennistique qui soit intéressant dans l'analyse. Donc, tu as Voilà, choisi donc il lesquels? fallait. J'ai choisi le premier, j'ai choisi l'Argentine parce que à l'époque, il y avait les meilleurs joueurs argentins étaient sur terre battue. On sortait même, hein, on avait Gaudio, on avait Coria, même si Nadal commençait à venir. J'avais choisi ensuite le Chili. Le Chili parce qu'en fait, aux dernières Olympiades, aux derniers Jeux olympiques, Massu avait été champion olympique et González et Massu avaient été aussi champions olympiques de double. Donc pour un pays, pour le Chili, qui avait quasiment ramené aucune médaille d'or, je me demandais comment euh, médiatiquement et pédagogiquement comment ce truc de ouf au Chili allait donner sur le terrain. Ouais, intéressant. Ensuite, l'idée, c'était d'aller en Océanie. Ouais, Donc, aller sur le fief de l'Océanie et du pays, c'est l'Australie. yes. Donc, voilà, le troisième pays était l'Australie. Le quatrième, tenter d'aller dans l'Australie, parce que c'était pays historique, hein. Ensuite, la Nouvelle-Zélande, parce que je savais que le tennis était populaire en Nouvelle-Zélande, mais ça Ouais. ne décollait pas. À l'époque, j'avais regardé, je crois que le dernier finaliste en Grand Chelem, c'était Chris Lewis contre John McEnroe. Ça remonte à 82 ou 83. Donc autant dire que ça date et on n'avait pas vraiment de vrais joueurs. Ensuite, le cinquième pays, je voulais un pays qui était, comme on dit, en voie de développement dans le tennis, qui commençait à s'ouvrir. C'était le Vietnam. J'allais en Asie. Ouais, Et c'est là, précurseur. l'idée, c'était, je savais qu'à l'époque, le tennis de table commençait un petit peu à baisser et le Ouais. tennis commençait un petit peu à monter. Donc, je voulais voir comment ça se passait. Et Ensuite, t'avais Sri Chapan à l'époque en Thaïlande. T'aurais pu aller en Thaïlande ouais, aussi. oui, oui, mais c'est vrai que c'était vraiment un double regard à la fois touristique et tennistique. Ouais. Et, et voilà, après, il fallait faire des choix, même si la plupart des choix étaient dictés quand même par la petite balle jaune. Ensuite, c'était la Chine, parce Ok. qu'ils allaient organiser les JO de Pékin. Ouais. Donc, je voulais savoir comment ils allaient se mettre en mouvement pour essayer de faire triompher leur couleur, en tout cas dans ce sport de la petite balle jaune. Et enfin, le dernier pays, c'était en Afrique, au Mali, Ok. parce que j'avais un ami qui était prof de tennis malien et également on avait commencé un projet humanitaire vis-à-vis du Mali et donc c'était tout naturel de terminer par l'Afrique noire. En plus, c'est un continent que j'aime beaucoup. Donc voilà, on terminait par le Mali et par Bamako. Et ça fait Enfin, je terminais par le Mali et Bamako. ça fait sept pays, hein, c'est ça? C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et comment tu t'es organisé mentalement? Tu disais quoi? Je vais me pointer dans les clubs comme ça un peu au hasard ou Non. je vais aller toquer à la On était cuisine? à l'époque, il y avait pas de réseaux sociaux. Ouais. C'était un peu les balbutiements d'Internet, mais voilà, il y avait les mails. Donc, en fait, qui dit pays dit également ville, ville un petit peu plus grande ou académie. Donc, j'ai travaillé pendant 6 mois pour chercher, pour aller sur les mails des clubs de tous les pays visités, pour envoyer des mails soit en anglais, soit en espagnol. Donc, à l'époque, il n'y avait pas Google Traduction, donc T'as dû je me t'amuser. suis régalé. Ouais. Voilà, je me suis amusé et j'expliquais mon projet dans les diverses langues. Voilà, j'expliquais que voilà, j'étais quelqu'un qui d'avoir son diplôme d'entraîneur de tennis, qui adorait voyager, qui avait envie d'observer, d'étudier le tennis, comment se passaient les tennis aux quatre coins du globe, et qu'il avait envie de rencontrer des personnages du tennis, des joueurs, des entraîneurs, des directeurs, des fondateurs d'académie, des capitaines de Coupe Davis. Voilà. Et selon les réponses, ben le trajet s'est organisé. J'ai juste rajouté la Bolivie, mais ça, c'était juste un trip voyageur pour faire le désert de sel et le Salar de Uyuni. Ouais. Mais sinon, tout le reste est resté tennis. Et ils t'ont répondu? Les gens Et t'ont répondu? les gens m'ont répondu pour la plupart. Ouais. Et ou quand ils me répondaient que c'était pas possible, j'avais un ricochet sur un autre contact de là où je venais de leur part et ainsi de suite. Ouais. Ce qui fait que au fur et à mesure de l'année qui s'est écoulée de préparation, j'ai eu un circuit qui allait d'une rencontre de 2 3 heures à certaines personnes qui m'ont accueilli chez elles une semaine. Ok. Voilà. Donc, par exemple, en Argentine, qui est un pays absolument magnifique, je Ouais. crois que j'ai pas dormi à l'hôtel une seule fois, tout le temps chez les gens. C'est bon ça. Et si tu devais
nous raconter dans les grandes lignes, sans y passer 4 heures, mais l'essence de ton voyage, ce que tu en as tiré, les images, les enseignements, ce serait quoi? Bah, déjà, bon, je vais te sortir une banalité, mais c'est 6 mois, 6 mois ouf, 6 mois intenses, 6 mois inoubliables. On a l'impression d'être parti 3 ans, parce qu'en fait, chaque jour, il se passe quelque chose, chaque jour, il y a une nouvelle rencontre, chaque jour, il y a de l'émotion, chaque jour, il y a de la peur, chaque jour, il y a un super kiff. En fait, tu es tout le temps sur courant alternatif. Et le fait d'être comme ça, chaque jour, pendant 6 mois, quand tu reviens, tu as l'impression d'être parti, d'être parti 1 an, en fait. Et t'avais peur de Et quoi? comment? T'as dit il pouvait y avoir de la peur, c'était sur quoi? De la peur parce que parfois, quand je suis parti, je n'étais jamais parti en voyage ou même en vacances ou même en week-end seul. Ah Et ouais. là, je partais 6 mois seul. Donc, se retrouver seul avec soi-même, j'avais jamais tenté le coup. Voilà, il y avait pas le téléphone pour scroller à l'époque. Internet, c'était les cafés qui étaient des fois, il fallait attendre des fois 8 jours pour pouvoir se connecter. Je suis parti sans téléphone, donc il y avait un peu de flip parce qu'il y avait certaines régions également ou endroits où je savais que bon, fallait pas traîner. Il y avait également le fait entre la réalité et la fiction, parce que la fiction, c'est je pars avec le sac à dos, je rencontre des gens, c'est génial. Et puis la réalité, quand tu te retrouves à Roissy, que tu pars 6 mois avec ton petit sac à dos et tu sais pas trop ce qui va se passer, ben, il y a un petit coup de stress qui monte. Il y avait également le fait que je me faisais remplacer dans mes 2 clubs où je travaillais. Donc, il y a certains remplaçants que je connaissais pas. Je savais pas si, en rentrant, j'allais retrouver ce que j'avais, les travails que j'avais laissés. Ouais. Et il y avait également le fait, je venais de me marier, donc c'est jamais évident de laisser sa femme seule. Donc voilà, il y avait toutes ces petits stress qui, fort heureusement, est rapidement parti. Et à la fin, voilà. Puis il y avait des petites galères, une gastro qui dure 3 jours, un avion qui est raté, une rencontre qui fait faire un tout autre itinéraire que celui prévu, et tu te retrouves sur un paquebot à traverser le Chili avec des vaches et avoir le mal de mer pendant 3 jours. Enfin, voilà, c'était Mais Laurent, qu'est-ce que tu fous sur ce l'aventure. paquebot avec les vaches? Mais je t'expliquerai, j'ai pas le temps là. Alors, mais qu'est-ce que tu me foutais sur ce paquebot avec les vaches, Laurent, putain? Ah, ça m'a semblé un bon trip d'arriver au Chili avec ce navire que tu pouvais prendre un petit peu à gauche ou à droite avec d'autres routards. Voilà. Ce fut pas l'idée du siècle, mais ça reste un bon souvenir après. C'est des aventures exceptionnelles. Et alors, est-ce que tu peux nous faire par pays, je vais essayer de tester ma mémoire, mais déjà le Chili, qu'est-ce que tu as compris en allant là-bas, d'un point de vue Alors, tennistique, hein? à l'époque, s'il faut retenir une chose par pays, le Chili, ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, la fédération aidait les joueurs chiliens à condition qu'il y ait des entraîneurs étrangers. Pour eux, les entraîneurs étrangers étaient mieux considérés que les entraîneurs nationaux. Et il y avait Ok. plus, à l'époque, il y avait plus de bourses ou d'aides. Si par exemple on avait un entraîneur argentin, bah, l'entraîneur étranger était considéré comme plus qualifié que l'entraîneur chilien. Donc les entraîneurs étaient déconsidérés. Et le peu d'échanges que j'ai eu avec des Argentins, par exemple, me disaient la Fédé là-bas, où les clubs ont pas une thune. Au Chili, ils avaient des moyens un petit peu. Puis oui, ils avaient les moyens pour aller. Je te dis hein, toujours à l'époque, hein, puisque le courant, on va dire le temps est passé. Et puis ils sortaient, je rappelle, d'une double médaille d'or aux Jeux Olympiques. Ouais. Mais voilà, les meilleurs étaient entraînés par des entraîneurs étrangers. Donc Ok. c'était le constat, et tous les entraîneurs chiliens que j'avais rencontrés me disaient la même chose, c'est la frustration que les meilleurs jeunes se fassent entraîner par Ouais. d'autres entraîneurs du pays. Et en Argentine, t'as compris quoi? Avec ce bon Alors, en vieux Argentine, David moi, Nalbandian qui allait à la pêche à la mouche en ouais, off-season. le gros kiff, c'était le tennis amateur en Argentine. Ok. C'est-à-dire que moi, j'étais dans mon petit club de tennis français. Et là, en fait, tous les tournois, dans les petits tournois que j'allais voir, c'est les tournois de club. Il y avait une ambiance de folie. Un animateur, bon, j'exagère un peu, mais en tout cas, il y avait un animateur qui était là toute la journée, qui était chargé de mettre l'ambiance. Chaque jour, il y avait un barbecue à la fin de la journée pour que tout le monde reste et que tout le monde discute entre eux. En fait, il y avait une ambiance très conviviale qui, à mon avis, devait rappeler le tennis des années 80 où le club était un tennis de vie, il y avait la famille, il y avait un véritable lieu de vie en tout cas. C'était, il n'y a pas d'autre mot que convivialité. Voilà. Et Énorme.
tu fais certains tournois en France où tu arrives 10 minutes avant, tu joues, tu bois ton verre et tu repars juste après, et ben ça se passait vraiment complètement différemment. Bon, il y avait également les clubhouse qui permettaient, qui étaient toujours de bonne facture, mais c'est ce qui m'a le plus marqué dans cet épisode argentin, c'est la famille, les amis, les compétiteurs. On se retrouvait tous à la fin de la journée, les gagnants, les perdants, et puis Mhm. on mangeait sa côte de bœuf, on buvait son petit rosé, ou Kiff. les enfants jouaient au foot dans le club de tennis. Les gens, enfin, c'était convivial, c'était chaleureux et ça faisait du bien, quoi. Et Bolivie, je crois que tu m'as parlé de la Bolivie. T'as vu des clubs de tennis là-bas? Non, je n'ai pas vu. J'ai vraiment fait une semaine en Bolivie uniquement pour faire le désert de sel Ok. que je rêvais de faire. Voilà. Vietnam? Comment? Vietnam? Le Vietnam, le Vietnam, c'était des entraîneurs qui étaient là depuis une trentaine d'années, donc qui étaient souvent d'anciens joueurs qui n'avaient pas percé sur le circuit ITF et qui depuis 30 ans avaient les mêmes méthodes il se passait rien en termes de haut niveau. En même temps, culturellement, les filles étaient plus soumises à, on va dire, à rester chez elles qu'à faire du sport. Et les rares qui faisaient du sport s'orientaient plus vers les sports collectifs. Donc, le Vietnam avait peu de résultats avec des entraîneurs qui, la plupart du temps, avaient, en tout cas ceux que j'ai rencontrés, une soixantaine d'années, pour ne pas dire plus, et que depuis 30 ans, entraînaient sans résultats significatifs et sans formation significative. Entre-temps, je pense que l'ITF a fait son travail en envoyant des formations pour, euh, pour, euh, pour donner un peu plus de compétences aux entraîneurs. Mais à l'époque, c'était vraiment le no man's land. Hmm. La Chine? Bon, la Chine, c'est un petit choc. La Chine, en fait, ils cherchaient dans tous les sports, ils cherchaient un technicien pour pouvoir donner les bases à chaque sportif. Je me rappelle, j'étais dans des auberges de jeunesse. Ils recrutaient également tous les étudiants qui parlaient anglais pour donner des cours d'anglais aux Chinois. Je me suis retrouvé à un truc complètement hors sol, c'est-à-dire on m'a invité dans une académie. Là, je vois un entraîneur chinois et je vois quasiment une trentaine de personnes sur le terrain qui répètent le geste automatisé. Voilà, sans la balle et autres. Donc, moi qui avais plutôt un fonctionnement pédagogique bah voilà, sur le nombre de frappes de balles, sur la mobilité, sur l'expression orale, sur communiquer, j'étais vraiment dans un autre monde. Et après, on me demande de faire un cours à ces gens-là, à ce public-là. Donc, déjà, j'ai un petit peu réduit le nombre. Et là, j'aurais fait les cours, pas la française, mais en tout cas tels que je les perçois, où il y avait du volume, de l'animation, et puis où il y avait des rotations. Et c'était assez rigolo parce que autour du cours, j'avais à peu près une vingtaine de personnes. On aurait dit que Muratoglou faisait un clinique quelque part, qui étaient avec leur caméscope et qui me prenaient en vidéo. Donc le truc complètement hors sol. Et puis j'encourageais les joueurs. Dans mon Super. anglais, qui méritait 11 de moyenne en terminale, je criais des commands, j'ai essayé d'expliquer les choses. Alors que après, j'ai assisté à un cours un petit peu plus classique où il y avait un peu moins d'entraîneurs, où il y avait un peu moins de joueurs, pardon. Et à ce moment-là, en fait, l'entraîneur explique la consigne et ensuite l'exercice a lieu dans le silence le plus total de part et d'autre. Voilà, jusqu'à la fin. Tu pouvais Voilà comment, en sentir, tout cas, dans cette académie chinoise, tu pouvais sentir que ça allait devenir une terre de tennis, parce que je crois que c'est assez impressionnant, la culture aujourd'hui tennis en Chine. c'est assez impressionnant. Comme tu le disais, avec un partenaire franco-chinois, on a créé une structure qui s'appelle Asia Paris Tennis, où on essaye d'avoir des rapports avec l'Asie pour créer des échanges avec les pays qui sont en plein essor, comme les pays qui ne le sont pas. Donc, on a beaucoup de contacts là-bas. Et mon partenaire est allé faire un tour en Chine, dans certaines académies, dont une qui a le label Roland Garros. Euh, c'est un truc de malade, quoi. Ouais. C'est-à-dire, il y a deux, trois piscines. La plupart se déplacent en voiturette de golf. Il y a des terrains dernier cri. Une autre académie a une cinquantaine de cours et plus de 3000 adhérents. Enfin, c'est quelque chose de complètement euh, disproportionné par rapport à nous.
En effet, là-bas, le sport est en plein essor. Là, je te parle de la Chine, mais les infrastructures sont d'une qualité que lorsqu'ils viennent chez nous et voient que nos clubs mythiques, avec nos 20 cours et notre piscine, pour eux, je pense, là, je parle en mon nom, je pense que ça vaut simplement un club lambda d'une académie chinoise. Le seul truc, c'est qu'ils ont beau avoir des infrastructures de fou, pour le moment, les tournois là-bas sont. Il y a quasiment pas de public, c'est un peu triste à regarder, quoi. Ouais, Mais oui, bon, c'est c'est la un autre tour. sujet. Pour faire un grand écart, le Mali. Mali, il y avait qu'un seul club à Bamako. C'était un club de coopérants, avec aussi des habitants du coin, qui était passé de 400 adhérents à 40. On n'avait plus que les coopérants qui jouaient, puisque là-bas, grosso modo, je me rappelle plus des francs CFA et autres, mais je sais qu'il fallait à peu près un mois de salaire pour se payer la cotisation de tennis. Autant Oh. dire que déjà que le sport, le tennis était moyennement populaire, autant dire que tout le monde se mettait au football. Et ils ont essayé de conceptualiser un projet de manière à attirer plus d'enfants dans ce club. C'était que les enfants avaient le droit de jouer en sandalettes ou pieds nus dans les compétitions. Ouais. Pour comme le prix des équipements était trop cher pour la plupart des habitants. Donc voilà comment ça se passait. Et dans certains tournois, on ne donnait pas des coupes ou que des trophées, mais on gagnait également des équipements, des raquettes, on gagnait des baskets, de manière à pouvoir équiper, à équiper les jeunes espoirs maliens. Mais voilà, à l'époque, le numéro un malien devait valoir un bon deuxième, un excellent deuxième série. Voilà. Donc, on restait sur des critères internationaux qui restaient quand même assez modestes par rapport à d'autres pays africains. Et j'ai loupé un pays ou j'en ai oublié un peut-être? Il y a l'Australie. Ah yes. Euh, ouais, l'Australie. L'Australie et la Nouvelle-Zélande, J'avais ouais. pris Ouais. Ouais, l'Australie, j'avais pris rendez-vous avec un éducateur, un BE français qui était parti là-bas à Sydney. Donc on s'est vu, on s'est fait une bouffe, et lui me Tu te souviens disait, comment il s'appelait ou pas? Ludovic Catherine, Ok. Bon, Ludovic Catherine. j'étais allé Et pour mes 25 piges, je m'étais offert un voyage là-bas et j'avais ouais, rencontré à l'équivalent du CNE à Sydney sur le site olympique un dénommé Luc Bourgeois. Luc, si tu nous regardes ou nous écoutes, envoie-moi un mail parce que j'aimerais te retrouver. J'ai jamais, c'était à l'époque de Facebook et j'ai perdu sa trace. Et il était super sympa, j'étais sur le bord du cours, il m'avait dit bah, viens taper avec nous, avec les jeunes du CNE de l'époque, qui ouais. avaient 13 ans peut-être, qui étaient à, tu vois, seconde série. Et c'était trop bien, je m'étais entraîné 1 heure et demie avec eux, alors que j'étais de passage à Sydney, j'avais un vol 2 heures après pour monter à Cairns sur la barrière de corail. C'était une belle expérience. Bref, je t'ai coupé. Ah non, mais et voilà, donc c'est l'enseignant français qui sont partis en Australie. Je pense qu'il y en a pas mal, hein. J'en ai quelques-uns. D'ailleurs, je pense un des créateurs de tennis légende, Alexandre Sokolowski, il avait fait une petite incursion en Australie, Alex. Donc, mais voilà. Lui, en tout cas, m'expliquait, Ludovic Catherine, que quand il était arrivé, ce qui l'avait étonné, c'était la définition d'un bon enseignant là-bas. C'est un peu comme dans Les Inconnus, le bon chasseur et le mauvais chasseur. Ouais. Là, le bon enseignant, c'est celui qui fidélise. Mais peu importe la manière. Si derrière, tu as un mec ou une nana qui fait faire une progression de ouf au classement à son groupe, mais qu'on a que 4 sur 6 qui se réinscrivent pas, ça sera un mauvais prof. Dans le sens inverse, tu as un mec qui, pendant un an, à chaque fois, il sort le litre de coca, les pépitos, et il fait un tournoi tout en matant ce qui se passe sur le cours d'à côté, et tout le monde est ravi, il sera considéré comme un excellent prof. Ah, c'est Voilà. fou, incroyable. Et du coup, Nouvelle-Zélande pour terminer? Bah, la Nouvelle-Zélande, moi déjà, le truc de folie qui m'est arrivé en Nouvelle-Zélande, c'est que j'avais contacté un ancien capitaine de Coupe Davis, Kevin Woolcott, qui avait sa propre académie à Auckland. Et je lui avais dit que bah, s'il pouvait me recevoir pour une rencontre, et que j'arrivais à 4h30 du matin à l'aéroport d'Auckland. Le mec, il est venu me chercher. Ah, sympa. Bon Voilà la gosse. différence. Moi, dans le sens inverse, je suis pas sûr que je l'aurais fait. Un mec que je connais Alors, pas, qui arrive à 4h30 à Roissy, je t'avais. t'avouerai que je lui dis on se retrouve demain matin. Et lui était venu me chercher, il m'a fait découvrir le pays. On allait boire un café à Auckland à 5 heures du matin. Il Oh, s'était blindé, parce que là-bas, ouais. c'est le sport outdoor à fond. Et il m'a fait visiter famille et académie pendant 3 jours. Voilà l'hospitalité néo-zélandaise. Sinon, les académies fonctionnent un peu comme en Australie, fait académie privée sur du business. À Ouais. l'époque, il y avait beaucoup de vidéos. Donc,
Ça n'a rien de novateur aujourd'hui, mais il y a un bon nombre d'années, avoir des vidéos uniquement sur les amateurs. Voilà, c'est-à-dire quelqu'un venait servir, il y avait la vidéo et après c'était décortiqué techniquement pour améliorer le mouvement. On pensait également beaucoup aux femmes qui ne travaillaient pas ou aux femmes qui avaient des horaires décalés. On faisait du tennis aérobique tous les après-midi. Ok, Donc, intéressant. il foutait la musique à fond, un peu dans le même mode qu'à Pékin. Il faisait le geste, mais c'était un petit peu une sorte de step tennis Ouais. qui techniquement n'était servait absolument à rien, mais permettait de faire bosser les profs l'après-midi et de mettre une autre type d'ambiance dans le club, on va dire. En tout Ok, cas, ça faisait rentrer de l'argent. combien t'a coûté le voyage? Il m'a coûté 6 000 balles, Euros? tout compris. 6 fois 7, 42. À l'époque, 42 000 francs, c'était en francs, non? Ouais, c'était en Oui, c'était en francs. euros. Ah, c'était en euros Non. déjà? Ok. Ah ouais, c'était en euros. Ah putain, 1000 balles par mois, c'est. Ah ouais, Ouais, en c'était. sachant que les billets d'avion, c'est des billets tour du monde. Allez, il venait juste de Ah, se mettre, ça venait juste d'être commercialisé. ouais, C'était les connaisseurs du voyage. Billets tour du monde, j'en avais eu pour 3200. Et ok. sur place, c'était en route, ça, hein. J'avais le sac à dos, hein. Et puis, auberge de jeunesse, je dormais chez les gens, des T'avais fois quel non. âge? J'avais 32. Ok. Ah, c'est bon ça. Magnifique. J'avais 32, donc non, non, c'était un big souvenir et c'est surtout le début du reste, hein. Le premier jour du reste de ta vie, c'est un titre de film, et c'était un peu parce qu'après une expérience comme ça, en fait, tu peux pas remettre les mêmes chaussons, les mêmes charentaises et refaire ta vie, reprendre dans tes deux clubs et dire bon bah voilà, maintenant plus que 40 ans avant la retraite, allez c'est parti, Kiki. Donc non, là, tu reviens, bah, t'as envie de vibrer de la même manière. Ça reste toujours mon credo, essayer de vibrer, peu importe, euh, peu importe l'essence. Donc, Et peu importe le flacon pourvu d'essence. Voilà. je sens qu'il y a un sujet sur lequel tu peux nous faire vibrer aussi, c'est l'analyse sociologique des spécimens. Comprendre les joueurs de club, parce que tu es président d'un club en région parisienne, c'est bien ça? 500 membres à peu près? Oui, sur Paris, dans le 15e arrondissement. Ouais. Ouais. Ok. Je suis directeur d'un club Comment il s'appelle voilà, ce club? un club, le Tennis Sporting Club, Yes. qui est un club T'es... loisir qui existe depuis 69 et Ah qui ouais, a 530 adhérents. belle. Et alors, tu voulais nous partager les différentes typologies de joueurs qui t'a inspiré Oui, alors, d'ailleurs le livre Belle de match. C'est bien ça. oui, oui, ça me dit quelque chose. Mhm. Ok. Et Et non, il y a, par exemple, que ça soit quand j'ai habité sur Nancy ou sur Paris ou par rapport à mes différentes casquettes de joueur, capitaine ou entraîneur ou juste adhérent au clubhouse, c'est vrai que j'ai souvent vu les mêmes. Bon, prenons Claudine. Claudine, la bénévole hors sol, qui est là depuis l'ère jurassienne. Elle connaît tous les adhérents, elle connaît tous les conflits, elle connaît tous les résultats des matchs par équipe, mais en fait, elle a jamais mis les pieds sur un court. Et à chaque fois que tu la croises, elle sort sa panoplie de photos de ses petits-enfants et t'en as pour 20 minutes. Ça, c'est Claudine. l'équivalent de Claudine au masculin, comment il s'appelle? L'équivalent de Claudine au masculin. On pourrait avoir Marc, le président du club. Alors, le Ok. président du club, Marc, il est sur un terrain, il est aussi redoutable qu'un poussin décédé. Il a toujours affronté des joueurs au classement. Il n'a jamais réussi à remporter un seul match. Mais pourtant, c'est le premier à donner des conseils technico-tactiques à l'équipe une à chaque fois qu'il y a un match. Ça, c'est Marc, le président. Meilleur classement 33 et encore, il a gagné sur 2 abandons. Et ça, on a pu en rencontrer. J'ai pu rencontrer que ça soit président ou joueur. On appelle ça melonman, malgré que derrière, il y ait du vent, quoi. Putain, moi, Donc, il s'appelait Serge dans mon club. Mais Serge, je l'aime tellement que je l'embrasse quand même. Vraiment, je lui fais une grosse bise. Mais c'est vraiment mon Sergio, ça. ah bah, Serge, il sera ravi d'être comparé. Mais sans le Bon, melon, Sergio, sans le melon. sur le melon, non. Bon, sinon, tu as également Roger. Roger, c'est le mec que tout le monde aime. C'est même l'idole du club. Tout le monde rêve de l'affronter. Car même si tu as 2 grammes d'alcool dans le sang et même si on t'a amputé d'une jambe, tu es sûr de le battre sur un terrain. Et ça n'a pas de prix, même pour la mise en confiance. Et ça, Roger, on en a tous rencontré un. Le mec, il donne tout à son sport, mais malheureusement, c'est jamais réciproque. Oh, Donc, le pauvre. ça, Roger, il a l'air attachant. On a envie d'aller boire un coup avec lui. On a envie de lui payer un verre. oui, oui, mais voilà, mais il y en a beaucoup qui ont envie de jouer contre lui si on compète. Ça fait une perf une perf de gagner. On a également, il y a Raphaël, le BG, tu sais, celui qui fout des branlées à tout le monde, Ouais. qui combine le style sur et en dehors du cours, qui t'a aussi piqué la plus belle fille du club et que tu rêves de ridiculiser sur un cours, mais malheureusement, ce n'est qu'un rêve. Et ce mec-là, qu'est-ce que tu aimerais le battre, mais qu'est-ce que tu n'en as pas le potentiel?
Ouais, bien vu, bien vu. Ok, t'en as un autre ou pas? Ouais, une autre, Elisa, elle, elle a le style, elle a l'élégance, elle a l'intelligence, même sa façon de rater un revers est plutôt esthétique. Ah, mais Elle, Elisa, elle- c'est la meuf de Raphaël, non? ouais, ouais. Elle gagne pas tous ses matchs, mais elle gagne toutes les attentions. Et c'est le point de départ pour que le club devienne plutôt un théâtre de jeux romantique. Voilà, donc c'est un petit peu un aperçu des personnages qu'on peut rencontrer. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont lu le livre, les cinq que je t'ai donnés sont cinq héros principaux du livre. Avec Roger, celui qu'on a compris, qui a deux mains gauches, Raphaël qui a peut-être à claque, Marc qui a un melon comme une pastèque, Claudine qui qu'on essaye de zapper, et Elisa qui est à la fois raffinée et intelligente et qui fait tourner la tête un peu à ce duo Roger-Raphaël. Et alors, Belle de match, bah, parle-nous-en, s'il te plaît. C'est ton cinquième livre, hein, c'est bien ça? Ouais, c'est ça, c'est ça. Incroyable. Et c'est quoi tes processus d'écriture? T'es édité en plus dans une maison d'édition et tout. Enfin, tu fais les choses bien. Ça vient d'où à chaque fois tes idées de nouveaux bouquins? Bon, là, on va se concentrer sur Belle de match, mais Ouais. Par ouais, exemple, je vais faire rapidement les deux derniers avant, ils vont parler pas mal ok. par rapport à Federer. Ouais. Quand Federer a fait la finale de l'Open d'Australie contre Nadal, j'étais comme un fou. J'ai jeté les coussins, j'ai hurlé, j'ai crié, j'ai pleuré, j'ai ri. Après, j'ai invité toute la famille à bouffer tellement j'étais sur un nuage. Et je me suis dit, cette émotion-là, Ouais. comment je peux la partager? C'est quelque chose de fou, c'est quelque chose d'inouï. Comment je peux arriver à la partager? Mais j'ai pas la partager avec un article de 25 lignes en disant, et voilà, et c'est à ce moment-là qu'il sauva, voilà. Et au bout de 6 mois de réflexion, j'ai pensé à la BD, j'ai pensé à plein de choses. Je me suis dit, bah, et pourquoi pas simplement prendre un mec comme moi, mais en version extrême, un fan qui fasse un journal de bord sur Roger. Et ce que j'avais pas percuté, par contre, c'est que l'idée du livre, c'était simplement sur l'Open d'Australie. Mais après, derrière, le gars il y a Wimbledon. Donc, je continue le journal de bord. Le gars, après, il y a une Open d'Australie l'année suivante. Merde, je continue d'écrire. Et après, il devient numéro un mondial à Rotterdam. Ce qui fait que le bouquin, j'avais prévu 12 mois d'écriture, et ben, a été doublé. J'ai eu 2 ans d'écriture pour écrire ce livre. Ok. Waouh. Voilà. Livre qui a Et super bien marché parce que tu me disais que c'était vendu aussi au Québec, en Suisse, enfin un peu partout en ouais, francophonie, quoi. ça a été pas mal. Ça Ça a fait été pas mal. combien d'exemplaires? Bon, ça a été à peu près aux alentours de 5000. Ouais, ce qui est Ce plutôt propre, qui ouais. est voilà, ce qui était chez Solar Édition. Au niveau de la suite, j'avais prévu en fait d'écrire un projet. Là, on est sur le bouquin suivant sur Federer, qui n'avait rien à voir avec Roger. C'était contre les haters, tu vois, ceux qui sont derrière le web, qui critiquent et autres. Et je voulais en fait mettre un haters qui tout d'un coup, du jour au lendemain, suite à une fête alcoolisée, se retrouve dans la peau d'un champion. Voilà. Ok. Et il se retrouve en pleine lumière. Mais entre-temps, il y a eu le 8-7-40-15 de Wimbledon, Federer-Djokovic. Et là, je me suis dit, eh ben, écoute, tu sais ce qu'on fait? On reprend le héros principal de Roger Forever. Il est en dépression après la défaite de Federer à Wimbledon. Il se sépare de sa femme et à la suite d'une fête alcoolisée, il tombe dans les pommes et il se retrouve dans la peau de Federer 24 heures avant la finale. Et là, il va devoir découvrir, il va avoir le talent de Federer, mais le mental d'un poulpe. Et il va devoir découvrir la vie avec Mirka, devoir découvrir la vie à haut niveau, les journalistes, les conférences de presse, les entraînements et tout team jusqu'à rentrer sur le terrain pour affronter Djokovic. Voilà. Et alors, Donc, Mirka, elle est sympa dans le privé? écoute, il perdait un peu ses moyens quand il parlait avec Mirka, il avait l'impression d'être un autre, étonnamment. Et donc voilà, on en arrive donc à Belle de match. Et en fait, j'avais envie de changer de registre après le journal de bord et la comédie un peu fantastique, tennistico-fantastique. Ouais. J'étais un fan des, des films comme La Chèvre, Les Deux Compères, Un éléphant, ça trompe énormément, Nous irons tous au paradis, enfin tous les films un peu dans cette ambiance à la fois tendre et humoristique. Et l'idée était de mettre aussi en valeur le tennis amateur Ouais. à travers une comédie qui se voulait humaine et drôle, À la Pierre Richard. et un Roger qui avait un peu le groove d'un Pierre Richard en termes de chance. Et donc, j'ai écrit ce livre par rapport à ces ambitions-là, c'est-à-dire mettre en valeur le tennis amateur et surtout faire rire, et le tout sous une comédie que certains dépeignent humoristique, d'autres romantiques. Bon, après, chacun voit midi à sa porte. Et donc, tu as une réédition là pour Roland Garros 2026, c'est ça?
Oui, le livre est sorti fin octobre et Ouais. il continue à exister beaucoup en littérature générale, puisque il est pas vendu en littérature sportive, mais en littérature générale. Ok. Il y a D'ailleurs, ce qui est assez amusant, c'est que la plupart des critiques, que ça soit chez les médias sportifs ou les médias littéraires, ont tous analysé le héros principal comme un Pierre Richard 2.0, ce qui m'a fait énormément plaisir, puisque Pierre Richard est une de mes idoles. Et j'avais demandé d'ailleurs de signer la préface du roman. Ça n'a pas pu se faire parce qu'il était en plein montage de son dernier film et que les délais étaient serrés. Mais j'avais rencontré et je lui avais proposé ça. Il m'avait dit ni oui ni non. Il fallait quand même qu'il le lise, mais il était ouvert pour le projet. Donc ça m'a fait plaisir. Je lui ai envoyé le livre il y a quelques jours avec toutes les coupures de presse mentionnant les similitudes avec lui. Donc voilà, pour moi, c'est des petites joies, les petites joies d'écrire. Voilà. Ah bon, ça. Tu disais que, avant de terminer l'épisode, tu as une problématique dans les clubs à laquelle tu faisais face, dont tu voulais parler, mais juste avant ça, tu disais qu'en revenant de ton voyage, tu pouvais pas remettre les Charentaises et retourner dans une vie un peu plan-plan. Ce qui t'avait aussi motivé à partir en voyage, c'est que peut-être tu voulais un peu de piment dans ta vie à ce moment-là. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, de quoi tu vis et comment tu continues de mettre du piment dans ta vie et de kiffer ton quotidien? Je suis curieux de ça. Alors, qui fait son quotidien, ça reste comme une légende. On l'agrémente, mais voilà, c'est tout. Tout n'est pas toujours, tout n'est pas toujours au top. Par contre, moi, j'agrémente mon quotidien pour que ça soit détonnant, en essayant toujours d'aller sur des choses nouvelles que je ne maîtrise pas. Ouais, Voilà, comme par exemple, là, on peut se dire qu'il a écrit 5 livres, mais c'est 5 livres différents. Là, je m'occupe d'un club de tennis de 530 adhérents, mais j'ai créé également un club qui a des relations sur l'international. ouais, J'ai commencé à écrire dans des magazines. Ensuite, j'ai essayé de faire des chroniques radio. J'ai essayé de faire des chroniques télé. Là, ça a moins pris. J'étais plus en invité qu'en chroniqueur. J'interviens un petit peu que je commence à intervenir dans certaines écoles de management. Donc, à chaque fois, c'est une remise en question. Et puis, il faut travailler pour également avoir cette confiance de pouvoir faire des choses. Et rien que le fait d'aller dans des choses qui m'inspirent, dans des choses où il y a du risque, eh ben, ça alimente le feu intérieur et on se lève pas et on se met pas en pilotage automatique. Et pour moi, il n'y a rien de pire que les habitudes et le pilotage automatique. et tu as envoyé deux, trois. Moi, je te suis sur LinkedIn. T'as envoyé quelques posts. Tu as une grosse communauté sur LinkedIn. Je crois que tu as plus de 20 000 abonnés. Et tu as des posts qui ont fait plus de 300 000 impressions, 300 000 vues. Tu peux nous dire Ouais. lesquels ont le mieux marché et pourquoi, selon toi, c'est quoi les ingrédients pour avoir monté une belle communauté sur cette plateforme-là? Bah, cette plateforme-là, je la trouve déjà vachement sympa parce qu'en fait, c'est tous des gens qui aiment ce sport. Ça paraît tout con, hein, ce que je dis, hein, mais Ouais, voilà, il va toujours avoir des petites chamailleries entre fans d'un joueur ou autre, mais je trouve qu'il y a une certaine culture dans les commentaires que je peux lire. Il y a aussi pas mal d'anciens. Quand je dis anciens, c'est que ça a une trentaine d'années minimum, mais ils suivent ce sport-là depuis 10-15 ans, donc il y a une certaine culture et je trouve ça vachement intéressant. Et après, les sujets qui marchent, il n'y en a pas. Voilà, je peux dire, par exemple, un sujet qui avait bien marché, j'avais lu l'anecdote sur Becker et Agassi, je sais pas si tu l'avais lu à un moment donné. vas-y. C'est-à-dire qu'Agassi avait perdu ses 3 matchs contre Becker, et après il s'était aperçu qu'au moment de servir, quand Becker sortait la langue au milieu, ça veut dire qu'il servait planté, et quand il sortait la langue à l'extérieur, c'est-à-dire qu'il servait extérieur. Et il s'en est servi Agassi, mais juste dans les moments importants. Il disait pour Ouais. moi le plus dur, c'était de ne pas le faire tout le temps et de m'en servir dans les moments charnières. Résultat, je crois qu'il a gagné quasiment tous les autres matchs l'ayant opposé. Et à la fin de sa carrière, il a avoué à Becker les raisons de ses succès. Et Becker a complètement halluciné en lui disant qu'à un moment donné, il pensait même qu'il avait des dents de voyance pour à chaque fois, dans les moments critiques, lire son service. Et ça, c'est un Et des voilà, posts ce qui a le genre mieux de poste, marché. par exemple, ça a fait plus de 300 000, ça poste plus de 300 000 vues. Voilà. Je crois que tu as un poème sur Anna Kournikova aussi qui a bien pris. Et il a bien pris. Je l'ai. Est-ce que tu veux que je te le lise? Ouais, je l'avais lu, mais je suis ravi que tu me le relises parce que j'avais bien aimé. Ah, Et je m'étais Anna, forcément, je c'est un m'étais fantasme de forcément jeunesse, projeté. Anna. J'avais aussi un poster dans ma chambre, évidemment. Bon, écoute, d'accord. Alors, oh Anna, ma très chère Anna, te souviens-tu de notre conte de fées démarré devant un poste de télé? Toi, à Roland, armé de ta raquette, tes couettes et ton minois ravissant. Moi, sur mon canapé, armé de mes chips, ventre à l'air et un peu fainéant. Elle déterminée à faire chuter Stéphie, moi décidé à sécher mon cours de chimie. Une Russe, jeune espoir, ayant tout approuvé.
un Français sans espoir sur le point de redoubler. La flèche de Cupidon nous transperça de plein fouet, et notre coup de foudre fut instantané. Ta rapide défaite ne changea rien à cet amour naissant, à nos nombreux points communs si troublants, tels ce revers en jachère, ce service funéraire, ou cette combativité de rentière. Deux âmes aussi semblables avaient-elles déjà évolué dans un même système solaire? Non. Bien évidemment que non. Mais la grande force d'un amour est de savoir y renoncer, pour le bien de toute l'humanité. La fusion de nos deux exceptionnelles réussites ne pouvait qu'engendrer jalousie et rancœur hypocrite. La mort dans l'âme, notre love story s'est sagement arrêtée et nos chemins se sont tristement séparés. Elle s'est depuis amourachée d'un chanteur latino, soi-disant sexy, pendant que je me réfugiais dans les bras réconfortants d'une psy. Ainsi va l'amour. Voilà. Bon. Magnifique. Je suis d'accord. Malheureusement, elle n'a pas rebondi sur ce poème. Je n'en comprends pas les raisons. Donc Je l'ai voilà, pourtant c'était. tagué, je ne comprends pas. Mais je comprends pas, je comprends Et pas. Mais voilà. c'est quoi ton métier en fait aujourd'hui? Je sais même pas. Alors mon métier principal, c'est directeur du club, Ouais, qui me prend énormément de temps. Je m'occupe également du projet que j'ai expliqué en Asie, des bouquins qui sont à côté, des stages à organiser. Enfin, ça tourne autour du tennis, mais du tennis yes. amateur. Après, pour la partie média, faire quelques chroniques ou des livres. Soyons clairs, c'est une partie C'est de du plus bonus. Ouais, par rapport à cette activité principale qui me prend déjà beaucoup de temps. yes. Et alors pour terminer, tu avais une problématique justement dans ton club sur la formation, non, sur les entraîneurs dont tu voulais nous parler? Oui, je trouvais que nous, on est affilié à la FFT, donc on n'a aucun problème avec la FFT ou avec le comité ou les ligues, hein, qui à chaque fois quand même essaient de nous aider quand on a des soucis. Mais il y a un problème là en ce moment qui prend de plus en plus d'ampleur, à la fois pour les clubs, les comités et la FFT, et dont on parle pas toujours. C'est en fait, il y a de moins en moins d'enseignants sur le marché. Donc c'est très problématique. Moi, je connais de plus en plus de clubs qui ont les clients, qui ont les élèves, mais qui sont obligés d'annuler les cours en raison d'un manque de profs. En fait, on commence à rentrer un peu dans le même système que la restauration ou les commerçants qui ont Ouais, de plus en plus de mal à trouver des salariés. Le métier est de moins en moins, disons les mots, est de moins en moins abondant pour certains, ok. parce que c'est un métier qui demande à travailler les soirs et le week-end. Ouais, Et on est quand même entré dans une ère euh, où je trouve que les gens aiment moins les horaires décalés, veulent également avoir une vie personnelle remplie. Donc, les métiers un petit peu décalés comme restaurateur, commerçant ou prof de tennis, ça c'est mon analyse, hein, sont peut-être moins demandés qu'avant. Et ouais, voilà, ça crée beaucoup de soucis. C'est peut-être pas pour rien que le diplôme de DE est passé de 15 à 15,2 pour être, ok. pour maintenant pour être diplômé d'État, qu'il y a de plus en plus de CQP, qui est le diplôme d'aide moniteur qui se fait sur un an, les week-ends, qu'il y a de plus en plus de CQP dans les clubs parce on trouve moins de DE. Donc ça, c'est un problème qui à prendre en compte que la Fédé, via le président Moreton ou les comités prennent très au sérieux. Mais voilà, ils n'ont pas également une baguette magique, puisque. Mais voilà, il va falloir peut-être trouver des choses pour donner un peu plus de lumière à ce poste, donner un petit peu plus d'envie de faire ce métier, parce que on pourrait, année après année, ça devient de plus en plus compliqué à trouver de nouveaux enseignants. Voilà. Et le fait d'avoir de plus en plus de CQP les week-ends, ça va un peu à contre-pied de ce que tu disais, des gens qui voulaient avoir tu vois, une vie plus Ouais. rythmée, la semaine, tout ça. C'est quoi? C'est des profils de gens qui veulent se faire un peu d'argent de poche le week-end en plus, mais pas forcément être Oui, ou c'est entraîneur des gens full-time? ouais, puis les CQP peuvent pas mal travailler maintenant, même s'il y a des règles, hein, pour ne pas dépasser. C'est-à-dire ceux qui travaillent déjà, ils font leur formation le week-end. Ouais. Par contre, ceux qui sont déjà peut-être dans des clubs et qui travaillent pas, eux peuvent faire leur formation 2 jours dans la semaine. C'est au choix. Tu dirais que c'est quoi une des solutions, une des parades à ce problème? Moi, je pense que déjà, un prof de PS, même si le tennis n'est pas son sport de prédilection, il pourrait parfaitement animer déjà dans les écoles de tennis, parce qu'il aurait les bases pour construire une séance, pour que ça soit vivant, pour que ça soit au moins qu'il y ait un petit peu de technique. Et ça serait bien pour lui, ça serait bien pour les clubs, mais également pour lui, parce qu'on sait que les salaires dans l'éducation nationale sont pas au firmament. Donc, ça pourrait être une solution d'intégrer je sais pas, des modules dans la formation STAPS
pour peut-être après, les autres sports, je les maîtrise pas assez pour savoir s'il y a les mêmes problèmes d'encadrement. Je suis pas assez qualifié pour le dire. Je peux Ouais. parler de ce que je connais, le tennis, mais c'est un problème quand même qui prend de l'ampleur, je trouve. Et autour de moi, à force, ça fait quand même 25 ans que je suis dans dans le club, dans les clubs de tennis amateurs, et ça devient vraiment le sujet principal des conversations entre nous, directeurs de club. C'est comment on va faire. Avant, on mettait une offre d'emploi, je veux dire au hasard, sur Paris, c'est pas 35 heures. Tu bosses 8 heures pour un club, 6 heures pour un autre, et ainsi de suite. Ouais. Tu mets une offre de 4 heures avant, avec un taux horaire, ben, ville parisienne oblige, c'est plus cher à Paris, donc les salaires sont plus élevés. Tu mettais une annonce pour 4 heures, tu avais à peu près 11 ou 12 réponses Ok. pour avoir ce poste. Ouais. Maintenant, tu mets une offre, tu as maximum une réponse. Ouais. Et là, on est à Paris. Quand je dis à Paris, c'est-à-dire où il y a quand même pas mal d'enseignants. On n'est pas dans des endroits qui sont moins peuplés ou autres. Ouais. Et on est quand même sur des taux horaires qui sont quand même très intéressants. C'est-à-dire, c'est un métier où tu peux être bac plus 2 et bien gagner ta vie assez rapidement. Ouais. Si t'es un peu, voilà, si un peu tu bosses à gauche et à droite. Et malgré ça, c'est aussi un métier, je parle quand tu es moniteur, hein, puisque entraîneur et moniteur, pour moi, c'est deux choses différentes. Moniteur, tu as beaucoup de loisirs. Et c'est vrai que par contre, tu peux avoir une certaine forme d'usure, peut-être, à entraîner du loisir pendant 15, 20, 25 ans, surtout sur Paris où tu joues souvent sur des cours plein air. Donc, tu as l'humidité, tu peux avoir un peu de pluie et autres. Donc, c'est pas, voilà, il faut arriver à trouver un juste milieu qui donne envie aux enseignants de se réinvestir dans ce métier Ouais. et que également nous les clubs ou les dirigeants fassent l'effort peut-être de donner des perspectives d'avenir à l'enseignant également et pas simplement que du terrain. Moi, j'ai eu Enfin deux. voilà, je pense que il y a une remise en cause à faire pour chacun. Ouais. J'ai eu deux cas de figure. Quand j'étais jeune, j'avais un moniteur justement qui était enseignant en collège peut-être et qui faisait, comme tu disais tout à l'heure, qui faisait des heures à côté, tu vois, de moniteur de Ouais. tennis. Et c'est ce qu'il me disait. Il me disait, si t'es un peu malin, tu peux faire double salaire quasiment. Faut-il encore avoir envie de bosser parce que c'est des heures en plus de son job principal. Il me disait que c'était pour lui hyper intéressant, puis ça lui faisait du bien de varier un peu les plaisirs. Et de l'autre côté, j'ai mon prof de tennis historique, Bruno Faruche, à Nevers, qui, à 50 ans et quelques, a laissé place à sa passion, sa nouvelle passion, à savoir être DJ. Et le mec est devenu, Excellent. et le mec est devenu DJ à plus de 50 ans. Alors que tu sais, c'est un gars qui a toujours un peu mixé pour lui, mais pour le plaisir. À chaque fois qu'il Ouais, bien m'emmenait sûr. en tournoi, il avait toujours un mix. Je sais pas, il devait avoir pas loin de 40 ans déjà, et il écoutait des sons beaucoup plus niches que moi je connaissais. Et il s'est mis à mixer, le mec, à 50 ans passés, pour des soirées, des vraies soirées où tu es Ah, c'est payé, génial ça. tu es rémunéré. Ouais. Et il continue de kiffer son métier d'entraîneur de tennis. Mais en plus, le week-end, de temps en temps, alors il s'est mis une règle sympa quand même pour sa vie de famille. Faut pas que ça empiète sur la vie de famille. Mais lui, dans l'autre sens, il se fait un double salaire, mais avec un kiff qui sort du tennis. Ouais. Donc j'avais envie Bah de te oui. partager ces deux profils. Ouais, il lâche les chevaux le week-end et c'est ça l'équilibre, hein. Moi, j'en ai pas mal également qui, à côté, sont agents immobiliers ou profs de Ok. PS Ah ouais. ou autres et qui font ça pour arrondir les fins de mois. Et pour l'instant, c'est le meilleur compromis que je vois parce qu'ils s'usent pas sur le terrain à Ouais. faire 40 heures sur le terrain et en même temps, voilà, en bossant 8 heures de cours de tennis ajoutés à ce qu'ils font, et ben ça leur fait un bon complément financier. Mais voilà, c'est un modèle qui ne peut pas reproduire dans chaque région de France. Ouais, Voilà, ouais. donc c'est plus compliqué. Bon, donc en résumé, belle de match, allez vous le procurer, ça fait plaisir. Petit voyage sentimental slash tennistique par Laurent Chiambretto. Et pour terminer cette interview, Laurent, j'ai d'ailleurs ton nom de famille, c'est italien ou pas du tout? Ouais, d'origine italienne, hein. Donc, soit tu le prononces à la française, Chiambretto, c'est un peu moins cool, ou soit tu l'as fait avec l'accent roulant à la langue, Chiambretto, et là, Oh, on peut magnifique. voyager de nouveau. C'est de quelle ville? Enfin, tes origines sont de quel coin d'Italie? Ça fait plus d'un siècle, mais c'est originaire du Piémont. Ok, magnifique. Mm. Chiambretto. Beaucoup. Chiambretto, bah, Tu parles italien? même pas, la honte. Espagnol, anglais, mais allez, où j'étais, à Nancy, il y avait pas italien dans le lycée où j'étais. Ok, J'ai une bon. excuse. Ah, tu fais bien illusion en tout cas.
Pour terminer, j'ai 4-5 questions qui sortent un peu du tennis. Si tu avais un livre à recommander à la Terre entière, que tu offrirais, que tout le monde devrait lire, ça serait lequel? C'est le discours de Fab Caro. Fab Caro, c'est un humoriste qui a d'ailleurs fait la dernière BD d'Astérix, il me semble. Et en fait, il arrive à avoir un univers humoristique sur tout un bouquin où dans une réunion de famille familiale, tout ce qu'il y a de plus chiant, où tout le monde se reproche tout, et c'est complètement hilarant. Le mec, le héros principal, est toujours dans ce qu'il doit faire, ce que l'éducation lui dit de faire et ce qu'il pense. Et c'est un zig et un zag qui est absolument exceptionnel. Pas bon ça. Et alors le film, dis-moi? Le Petit Bout de trois. Voilà, c'est aussi un livre, hein, mais c'est une nouvelle. Mais le film est absolument exceptionnel. C'est avec Michael Caine et Sean Connery, un vieux film que j'avais découvert sur Arte, que mon père m'avait fait découvrir. Donc on m'a dit, ouais, tu vas faire un film des années 70. Donc il a fait, non, et non. Et j'avais été complètement sous le charme. C'était deux aventuriers qui partaient dans des contrées pour être les deux premiers blancs à rentrer dans un territoire et pour devenir roi. Donc, il va se passer plein d'aventures et à la fin, ça va mal se terminer parce qu'une fois qu'ils ont réussi leurs objectifs, la nature humaine en voulait encore plus et ils ont été bercés par le pouvoir et je crois qu'il y en a un des deux qui termine décapité. Bon. Mais en tout cas, le chemin, on en venait tout au long de cet entretien, le chemin pour y parvenir, avec les émotions qui allaient avec, ça donne envie en fait de prendre un billet d'avion et de te barrer et jouer à l'Indiana Jones. Est-ce que tu es du genre à aller voir des concerts et si oui, le concert le plus ouf que tu as vu de ta vie? Non, je suis moins le genre à aller au concert, donc j'ai un défaut pour ma famille, c'est que j'adore les années 80. Ok. Les musiques des années 80, ça me fait kiffer, quoi. Le truc, c'est gay et autres. Et ambassadeur de ces années 80, Jean-Jacques Goldman. Et je suis allé voir un de ses derniers concerts de Goldman avant que le gars se mette en retraite anticipée. Ouais. Et voilà. Mais par C'était contre, où? j'ai deux concerts que j'ai ratés et que j'ai encore là. C'était les Guns N' Roses qui sont passés le jour où j'étais en rattrapage au bac. Ah, ça remonte. Ouais, ça se fait mal. Et j'étais invité par ma tante à aller voir The King, Michael Jackson, quand il est passé, à l'époque où il arrive en hélicoptère et tout. Et ça n'avait pas pu se faire pour d'obscures raisons. Mais ça, c'est vraiment l'énorme regret parce que je te sortirai tout de suite Michael parce que, voilà, au-delà des affaires, voir Michael sur un concert, je pense que ça aurait été voir Federer en finale de Wimbledon. Et tu sais que les Guns N' Roses, il paraît que lors d'un concert à Paris, ils étaient logés au Crillon. A priori, ils ont saccagé la chambre. J'ai pas le fin mot de cette histoire ni les détails, mais c'est une histoire que mon père m'a toujours racontée en me disant que dans une prochaine vie, il aimerait être rockstar. Pas forcément pour ce Oui, genre oui, de oui. raison, mais voilà pour l'anecdote. Oui, oui, oui. Je pense qu'il y a des avantages. Ouais. Putain, les mecs, ça devait être des sacrés poètes. L'expérience la plus folle de ta vie, tu dirais que c'est quoi? Bon, ça restera comme le tour du monde. Ah ouais. Ça reste le tour du monde parce que c'est quand même c'est quelque chose qui est parti vraiment sur une impro et un truc qui a été préparé et dont le résultat a été à la hauteur en termes d'émotion, je parle de ce que j'attendais. Tiens, une rapide anecdote en Argentine. À un moment donné, le petit provincial qui habite Paris, il va en Argentine, il fait ce projet et le même jour, j'ai j'ai deux journaux qui arrivent, une télé et je suis invité dans une émission de radio en Argentine pour parler de mon projet. J'avais rien vu venir. J'avais jamais fait d'interview de ma vie et là je me retrouve à parler espagnol avec plusieurs médias dans une même journée et à débattre dans une radio régionale de mon projet et à l'expliquer en espagnol. Voilà, ça c'était un Trop truc bien. complètement hors sol et voilà, si on doit donner un exemple par rapport à quelque chose de ouf. Très bon ça. Et sur l'espagnol, tu faisais comment pour gérer? Écoute, quand ça fait 3 semaines que tu es dans le pays, et Ouais, ça va. ben comme c'est une langue quand même qui est assez proche du français, ça va beaucoup plus vite que te retrouver avec des Néo-Zélandais qui ont un accent un accent de malade et qui ne comprend que dalle en anglais, tu vois. Donc, c'était beaucoup plus simple. Magnifique. Bon, même si t'es pas entraîneur de tennis, ça fait quand même plus de 30 ans que tu baignes dans cet environnement. T'as été combien au mieux? Je suis allé jusqu'à mon classement qui me permettait de passer mon DE 15 Ok. avec une perf à 4-6 pour mettre fin à ma carrière. Allez, là, c'est bon ça. Eh ben, écoute, on y est et on voulait terminer cet épisode par une note qui est pas la plus Hum. joyeuse qui soit, mais quand même un truc qui nous tient à cœur et on va essayer de le rendre joyeux quand même.
C'est un hommage à Laurent Van Riepengen qui avait créé le magazine Kurz et dont tu étais assez proche. J'ai également partagé un ou deux souvenirs sympas et je te propose qu'on partage un souvenir agréable avec Laurent qu'on ait pu vivre chacun de notre côté. Laurent qui est décédé fin d'année dernière, c'est ça? Fin 2025? Oui, c'est ça, c'est ça. Et tu m'en as parlé juste avant qu'on enregistre cet épisode. Et voilà, c'est, je trouve, sympa de lui faire un petit hommage. Est-ce que tu veux commencer sur un souvenir que tu pourrais nous partager avec Laurent? Oui, Laurent était déjà il était un grand passionné de tennis, comme on en fait plus et peu, et également un admirateur transi d'un certain Roger. Ouais. Et le premier jour où je suis arrivé à Londres, il m'avait invité pour les Masters. C'était lui aussi ses premiers Masters. Et là, à un moment donné, euh, il y a Federer, on le croise dans le couloir comme ça. Et là, tu vois, c'est comme si on avait croisé, j'ai sorti des vieux standards, mais Claudia Schiffer et Naomi Campbell d'un coup, quoi. On l'a regardé en ouvrant la bouche. Ensuite, on l'a suivi en version espion du samedi soir. Il allait jusqu'au cours des Masters. À l'époque, il n'y avait pas de public. Et là, il a commencé à taper la balle. Et là, on était à 1,50 m du cours. On était trois. Il y avait Laurent, moi, et puis il y avait Thibaut Leroll qui était là. On regardait. Je pense que Thibaut avait aussi une affection plutôt poussée pour Roger. Et on regardait il s'est entraîné pendant 30 minutes et on était des gamins devant un magasin de bonbons. Ah, Voilà, génial. c'était un kiff de malade. Et ensuite, comme des gamins, on allait boire une bière en se disant, t'as vu, on a vu Roger, t'as vu, ils s'entraînaient, t'as vu, c'était génial. Et on était comme des fous, quoi. Ah, Et, et ça, c'est un truc qu'on pourra jamais nous enlever. C'était cette émotion et cette joie de gamin. Tu vois, cette joie de gamin quand t'es adulte qui t'inonde et qui t'envahit et qui te fait oublier que t'es un adulte structuré. Et on avait vécu avec Laurent ensemble et c'est un souvenir que je garderai toujours de lui, un instant de complicité, de partage d'un mec qui était un mec en or. merci pour cette petite anecdote. Bah, moi, j'aimerais déjà lui rendre hommage sur ce magnifique support qu'il avait créé, Kurz, un magazine vraiment sublime, à chaque fois avec des couvertures très colorées, très travaillées, des photos assez épiques, iconiques, comme on dit. La première fois qu'on s'est parlé, il a démarré notre appel par un discours. Alors j'étais en train d'essayer de le trouver, mais je ne le retrouve plus. Le discours d'un chanteur des années peut-être 60, tu vois. Il m'avait fait son discours, mais tel une déclaration d'amour sur mon travail. Et je m'étais dit, waouh, c'est rare d'avoir une telle entrée en matière. Donc forcément, Ouais, c'est quelque chose qui te marque à vie. Et puis voilà, il tarissait pas d'éloges à l'égard de notre travail sur Tennis Legend. C'était hyper, j'étais presque un peu gêné parce que c'était la première fois qu'on se parlait. Je me dis, putain, le mec est touchant, le mec est sensible, le mec ressent les choses. Et il tape plutôt juste, en tout cas dans ses débriefs et tout. C'était hyper sympa. Et puis on s'est revu sur Bruxelles lors d'un tournage, le jour où mon chien a accouché de sa portée, figure-toi, qui était un jour symbolique également. Et on s'est retrouvés en terrasse à boire des coups et à se raconter nos déboires amoureux. Et Dieu sait que Dieu sait qu'il y avait des choses à raconter. Ah et là je là, pense que Laurent avait avait quelques casseroles à raconter. il avait des casseroles, mais il avait de l'actu, il avait un mix des deux. Et mais il y avait aussi beaucoup d'actu à chaque fois. Et je lui renvoyais un peu l'appareil. Voilà, c'était chouette de sortir un peu de cette bulle tennis et de pouvoir rigoler comme ça avec un mec qui a autant de culture, d'humour et de gentillesse. Mm. Et voilà, pensez à toi, même si tu n'es plus avec nous. Bravo pour tout ce que tu as fait. Et merci en tout Merci. cas, Ouais, Laurent, merci de... pour tout ce qu'il a apporté au tennis francophone avec le course Ouais, et avec son implication, avec également tous les journalistes, des belles plumes qu'il a fait travailler sur course. Il a réussi son pari. Il a laissé un joli souvenir et un souvenir de qualité avec course. Et ça, on s'en souviendra toujours. yes. Merci Laurent de nous avoir fait voyager. Merci Max C'était un pour kiff. l'invitation. Entre le Club Med, le Tour du Monde, les anecdotes avec Roger, les déceptions, les réussites, les espoirs, le bouquin, et puis ta vie de directeur de club, donc du terrain et avec ton œil avisé. C'était cool, c'était plein de belles découvertes.
et à la prochaine. À bientôt. On se croise peut-être à Roland. Avec grand plaisir. Ben, on fera pas. Trop bien. Allez, bonne fin de journée et à très vite. Merci. Ciao. À plus. Salut. Bye bye. Merci d'avoir suivi cet épisode. Mettez un like maintenant, tout de suite. Et n'oubliez pas qu'on vous a négocié moins 10% sur votre première commande chez NutriPure, une marque d'alimentation sportive saine avec des produits majoritairement bio. Perso, j'essaie de consommer en circuit court et bio dès que possible et j'ai clairement intégré leurs produits dans mon quotidien. En ce moment, j'utilise tous les jours le Ghee Bio. C'est du beurre clarifié, parfait pour la cuisson à haute température, en remplacement du beurre traditionnel. C'est hyper digeste, sans lactose et riche en vitamines A et E. Je prends aussi leur barre de collagène, très pratique, avec jusqu'à 10% de collagène, des bons ingrédients comme des noix de cajou, amandes et chocolat, et c'est top pour la récupération. Et un gros coup de cœur pour leur farine de patates douces bio. C'est une alternative sans gluten, avec un index glycémique modéré, idéal pour des recettes plus saines, sans pic d'insuline. J'envoie des pancakes à la banane et autres cookies, tout en me sentant léger sur les appuis, c'est tout bénef. Ajoutez à ça leur barre énergétique aux fruits, gel et autres produits pour vos matchs ou entraînements et vous êtes au top. Vous avez donc moins 10% avec le code Tennis Légende en créant un compte sur nutripure.fr et en plus ces 10% sont cumulés dans un compte récompense que vous pouvez utiliser quand vous voulez. Le lien est en description et un commentaire épinglé. Prenez soin de vous et consommez de bons produits, vous ferez du bien à votre corps. Je vous embrasse, bisous, bye.